Radio J, un livre, un destin. Monique Ayoun, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, un livre, un destin, ça va être une émission un peu différente aujourd'hui, puisque nous avons une invitée éminente que je vous laisse nous proposer. Bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour. Vous venez de réaliser votre premier film. Oui. Il vient de sortir dans les salles et il s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est un film infiniment beau, infiniment délicat que vous nous offrez, tout en émotion, tout en finesse, en non-dit. Merci. Vous filmez la joie d'une jeune fille de 16 ans, virevoltante, joyeuse, malicieuse. Elle prend des cours de comédie, elle aime sa famille, elle aime son frère, son père, sa grand-mère. Elle s'éveille à l'amour et au théâtre puisqu'elle prépare le concours d'entrée au conservatoire. Elle est émouvante, on s'attache à elle. Mais au début, on ne sait pas très bien où va nous mener le film. Il est tout à fait intemporel. On pourrait se croire, d'après les costumes et les décors, au début des années 30. Et ce n'est qu'au bout de 50 minutes que l'on constate que nous sommes en 1942, aux heures les plus sombres de l'occupation, et avec des mesures anti-juives, les interdictions qui se font de plus en plus sévères, la carte d'identité frappée à l'encre rouge du mot juif, l'obligation du port de l'étoile jaune, puis la restitution des objets qui permettent de communiquer avec l'extérieur, les vélos, les radios. Et ce qui est étonnant, c'est que Irène, c'est le nom donc de la jeune fille, elle refuse de voir tout cela. Elle est totalement insouciante, totalement déconnectée de cette réalité. Elle ne pense qu'à la pièce de Marivaux qu'elle répète. Alors Sandrine Kiberlin, dans votre film, on ne voit jamais un Allemand, ni la guerre, ni l'occupation. Pourquoi ce parti pris de tout suggérer? C'était important d'avoir un parti pris pour traiter à nouveau de cette période historique qu'on connaît tous heureusement tant et qui nous a tous heureusement tant choqués, enfin pas tous malheureusement d'ailleurs, mais je voulais vraiment mettre une petite pierre à l'édifice en le racontant autrement, et puis je me suis mise à la place de ceux et celles qui étaient jeunes à l'époque, qui vivaient ça au présent, parce que vous dites que c'est la période de l'occupation la plus sombre, mais moi en fait je traite du début de l'occupation, de la montée de l'occupation en fait, et je pensais que c'était au moment du Rave du Valdiv, non? C'est 2 semaines avant. C'est 2 semaines avant. Et en fait, le film se termine 2 semaines avant la rafle, en fait. Et donc, c'est comment une famille et comment une jeune fille, en l'occurrence, c'est parce que je me suis évidemment arrêtée et fixée sur la jeunesse. Donc, ce qu'il y a de plus beau dans la vie, ce qu'il y a de plus libre, ce qu'il y a de plus... Elle est intouchable, elle est immortelle, elle est dans son théâtre, dans son premier amour, dans tout ce qui fait ce qu'on est quand on a 19 ans et qu'on veut s'affranchir de ses parents, de sa famille. Donc je montre tout ça au présent. Et donc je suis avec elle qui ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, puisqu'elle, la jeunesse, le monde ne tourne pas sans la jeunesse. C'est par lui c'est par la jeunesse que le monde avance. Et donc elle est pas écervelée, elle sent bien que la guerre approche, que le monstre tapis dans l'ombre avance sournoisement, mais elle en profite jusqu'au bout. Non, mais elle est pressée de retrouver son amoureux. Quand on a 19 ans, souvenez-vous, on nous annonce une nouvelle un jour, on est percuté, mais on veut pas y croire, on avance, on va à son rendez-vous avec son amoureux, on va à son conservatoire passer le concours. On est très égocentré, on est très égoïste, on est très... Elle sent quand même les choses, elle s'évanouit de temps en temps. Voilà, son corps l'a trahi, parce que je voulais pas en faire une écervelée qui traverse cette période comme si rien ne se passait, mais elle traverse cette période comme si, exactement au présent, en sentant au fur et à mesure des choses qui se passent et le sol qui se dérobe un peu sous ses pieds. Mais c'est au fur et à mesure. Et nous, on le vit avant elle, puisque nous, on est au courant de l'histoire. Donc, on craint pour elle ce qu'elle ne peut pas supposer, ce qu'elle ne peut pas imaginer. Alors, c'est une façon très originale, votre film, et une façon actuelle, en fait, de présenter l'occupation. Vous venez d'expliquer pourquoi. C'est très psychologique également. Surtout, il y a une approche psychologique vis-à-vis de certaines jeunes générations. Alors, en fait, ce film, pourquoi l'avoir fait ? C'est ça que je me suis demandé. Est-ce que c'est pour transmettre ? Bien sûr. Et dans ces cas-là, transmettre comment ? J'imagine que vous vous êtes beaucoup posé la question. Est-ce que... Transmettre avec un nouveau regard, justement. Transmettre toujours, en parler toujours, pour jamais oublier ce qui s'est passé. Et pour ne jamais oublier et transmettre encore, il fallait trouver l'idée nouvelle pour reparler de ça encore et toujours, mais en reparler à ma façon. Et ma façon, ça a été de parler de la joie la plus pure, qui est la joie de la jeunesse,
pour parler du pire, c'est-à-dire quelque chose d'une injustice folle qui va interrompre peut-être ce chemin qui ne devrait jamais être interrompu. Bien sûr. Alors, est-ce que vous vous êtes inspiré, par exemple, d'une forme de l'histoire de votre famille ? Oui et non, oui, bien sûr, parce que je suis faite de l'histoire de ma famille. Et vous êtes petite fille de juifs polonais. Ouais, survivants, sauvés par des justes. Miraculés, ouais. Et donc ça transforme une vie, forcément. C'est-à-dire que je suis petite fille de survivants. Mais votre père a été caché pendant la guerre ? Oui, les 3 premières années de sa vie. Et ils en sont sortis surtout vivants et sains et saufs, alors que toute leur famille a été déportée. Et donc, j'arrête pas de me demander comment... Parce qu'à l'époque, sortir sauvé de cette période d'horreur, c'est quand même... c'est très rare. On se demande tous pourquoi on est là. Et je pense que mes grands-parents, que j'ai connus jusqu'à l'âge de... Ils avaient 96 ans, enfin je les ai connus adultes, ont traîné ça avec eux. Pourquoi on est miraculés ? Pourquoi on a été sauvés ? Pourquoi nous et pas les autres ? Enfin, il y a tout un truc dont j'ai hérité. La culpabilité du survivant. Ouais, et qui les a pas empêchés, heureusement, d'avoir une belle vie, parce que les 4 grands-parents que j'avais étaient des survivants de la Shoah. Et moi, j'ai pensé aux autres, j'ai pensé à tout le monde, en fait. Je me suis mise à la place de tout le monde, de cette jeune fille qui vit au présent une vie qui se transforme, de comment on aurait fait, comment on aurait vécu cette période. Le père, il veut protéger, suivre les lois et les règles. La grand-mère, elle veut se rebeller et elle est contre le fait qu'on lui impose des choses alors qu'elle ne comprend même pas pourquoi on la montre du doigt, juste parce qu'elle est juive. Oui, oui. La façon dont prend le frère aussi les choses, c'est avec une espèce de révolte et en même temps, il pourrait flirter avec l'ennemi parce que c'était peut-être aussi ce qu'on aurait fait, allez savoir. Et puis les justes aussi, ceux qui n'ont pas eu d'a priori au point même de risquer la vie des leurs pour sauver des juifs de cette injustice folle et inhumaine. Ça, on le voit pas trop dans le film. Non, mais on le sent, si vous voulez, on voit rien trop. Voilà. Mais c'est volontaire. C'est très dans le non-dit. C'est très dans le non-dit. Et en même temps, les personnages se racontent. C'est-à-dire que la voisine amoureuse du père, qui dit moi j'adore les juifs, pour moi c'est une juste. Et Viviane, la meilleure amie d'Irène, c'est aussi une juste qui n'a pas d'a priori, qui n'a pas de... qui aime Irène comme une jeune fille du même âge et qui n'a pas une étoile sur sa veste. Je me suis posé 2 questions. D'abord, pourquoi avoir transposé dans une famille juive française ? Pourquoi c'était important ? Et puis aussi, le père d'Irène, il a choisi d'obéir aux injonctions pétainistes alors que la grand-mère résiste. Et c'est lourd de conséquences. Est-ce pour vous une démonstration des limites à l'obéissance ? Oui, bien sûr, des limites à l'obéissance et surtout des schémas de qu'est-ce qu'on aurait fait et qu'est-ce qui s'est passé. Il y a ceux qui ont évidemment pris les choses au sérieux et au premier degré. On l'aurait sans doute fait aussi. Regardez, nous, dans ce qui nous arrive, qui est évidemment incomparable, on nous dit de mettre des masques, on réfléchit 2 minutes, on finit par les mettre, on est assez docile. Et évidemment, la situation n'était pas la même, mais on ne savait pas. Ça n'a aucune commune mesure. Aucune, quand même. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand par rapport à l'obéissance. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que quand les choses arrivent, on ne sait pas où elles vont les choses. Nous, on sait maintenant ce que c'est devenu. Mais quand on disait aux Juifs, allez mettre votre nom sur le registre des Juifs. Moi, j'aurais été peut-être tentée d'aller le mettre parce que on ne sait pas qu'on va finir dans des camps gazés. Non, c'est vrai. Donc on ne sait pas. Il jouait là-dessus sur le fait que ça a été l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Juifs ne savaient pas. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc dans la résistance, à partir de 43, ils l'ont su. Mais moi, je fais un film sur l'avant. Bien sûr, oui. L'avant bascule, si vous voulez. Mais oui, bien sûr. Ce qui m'intéressait, c'est le danger qui monte et l'impossibilité de se projeter dans ce que nous, on connaît, dans l'horreur qu'on a connue. Et quand ça leur arrivait au présent, j'ai essayé d'être au présent comme eux, me dire, voilà, si ça arrivait aujourd'hui, peut-être que le père, il suit les règles, la grand-mère, elle veut pas. Il y a toutes sortes de façons de gérer les ordres qu'on nous donne et de gérer cette situation. Mais en mettant en scène une famille juive française, au moment où vous avez tourné le film, ce n'était pas encore d'actualité, mais aujourd'hui, il y en a certains qui prétendent que Pétain a sauvé les juifs françaises, que vous imaginiez être autant dans l'actualité. Mais c'est de tout temps. Je pense que l'antisémitisme, quand j'ai écrit, non, évidemment, c'était avant qu'on entende des choses pareilles, mais
si vous voulez, ça me secoue tellement et ça me rend tellement malade. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, si vous voulez. Parce qu'il y avait déjà, il y avait toujours et il y aura toujours des tombes profanées encore et encore, des tombes juives profanées, alors que on devrait plus faire débat autour de ça, sachant l'horreur que ça a été et l'incompréhension encore, pour moi, que ça ait pu exister. Mais cette famille est française, justement, d'abord parce que je voulais pas parler de la mienne au premier degré, parce que je voulais pas violer l'intimité familiale. Oui. Et puis, je voulais qu'ils soient français parce qu'ils se sentent épargnés plus longtemps, parce que justement français, parce que justement travaillant même pour l'État. Il se croit protégé. Le père se croit protégé parce qu'il est comptable pour l'État. Il va d'ailleurs trouver à un moment quelqu'un pour essayer de faire comprendre que le parcours théâtral de sa fille est capital et que s'il met demi-juive, elle peut le passer, alors que si on met juive... Moi, quand j'ai vu ça dans les documents que j'ai trouvés, qu'on a le droit de passer un concours quand on est demi-juive, mais quand on est juive, on n'a pas le droit. Ça, je voulais le mettre dans le film, par exemple, parce que ça a existé. Mais oui, c'est ça, justement. Oui. Et pourquoi ? C'est la question pourquoi qui perdure. Alors, je suis intriguée par quelque chose, je vous interromps, pardon. Vous avez fait beaucoup d'avant-premières. Est-ce que les jeunes générations peuvent comprendre ce qui se passe dans votre film ? Non seulement ils peuvent comprendre, mais ils s'identifient complètement. C'est les plus en larmes à la fin du film. Ils viennent me trouver, ils me disent mais il n'y a pas, c'est la jeunesse, c'est l'élan, c'est ce qu'on vit. Nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. Non, mais celui qui n'a jamais vu un uniforme ou celui qui ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ne pas savoir, c'est avoir 8 ans. Enfin, c'est avoir 6 ans. On le sait très vite à l'école. Vous êtes optimiste, c'est bien, Sandrine Kiberlin. Si vous voulez, en plus, là où j'ai voulu que le film soit intemporel et que l'histoire leur soit racontée autrement, c'est pour justement aussi qu'ils s'interrogent. Si par hasard ils ne savent pas de quoi l'histoire a été faite, ils voient une jeune fille qui avance dans la vie comme eux, et puis qui d'un seul coup, enfin on va pas raconter la fin, mais qui au fur et à mesure se trouve dans des situations qui devraient l'empêcher, mais elle veut pas voir, et visiblement ils s'identifient. Et peu importe, justement, l'intemporalité aide à ce que ça marque les jeunes d'aujourd'hui aussi, parce que ça peut arriver aujourd'hui autrement. J'espère autrement, mais en tout cas, ça peut arriver, et puis ça continue, et puis ça reprend et ça repart. Donc on sait très bien que ça repart là. Oui. On parle peut-être un peu du casting. Celle qui joue, formidable. La jeune actrice qui joue le rôle principal est juste exceptionnelle. Comment s'est passée votre rencontre ? C'est un coup de foudre en fait. Oui, on le sent. Enfin, moi qui étais à l'avant-première, je veux dire, c'est pas un coup de foudre qui était tout de suite. Vous avez fait un casting. Oui, mais un coup de foudre, justement, parce que j'en ai vu beaucoup et que parmi toutes celles que j'ai vues, j'ai eu le coup de foudre. Ah oui. J'ai attendu d'avoir ce coup de foudre. J'ai cru que je l'aurais peut-être jamais, mais elle est arrivée. Et puis parmi les trentaines de filles que j'avais vues qui étaient toutes bonnes actrices, c'est pas le problème. Je ne trouvais pas celle que j'avais envie de filmer tout le temps, de connaître, de rencontrer. Et quand elle est arrivée, je me suis dit... Tout de suite, c'est formidable. Ouais. Enfin, on a eu une facilité dans la façon de se rencontrer. Elle incarne le rôle, mais c'est d'une façon incroyable. Elle est pensionnaire de la Comédie Française. Oui. Et elle n'est pas du tout connue. Rebecca, donc, Marder. Oui. C'est son premier grand rôle. Elle avait joué déjà beaucoup au théâtre, parce qu'elle est depuis 7 ans au Français. Donc, mais jamais de grand rôle au cinéma. Mais maintenant, elle en a eu depuis, et on va la voir beaucoup, je pense. Enfin, je suis sûre. Même. Elle est formidable. Alors, pour vous documenter sur cette période, à qui vous êtes-vous adressé ? Oh là là, ça a été multiple. J'ai demandé... Je parle dans un contexte un peu socio-historique. Oui, mais on est... beaucoup de... Je me souviens pas de tous les livres que j'ai pu regrouper. J'ai demandé à un assistant de ma production lui aussi de ramasser le plus de documents possible sur la période pour rester chronologique avec la période, parce qu'il ne s'agit pas de tricher sur cette période historique, même si je la traite autrement. Les quelques faits que je relate dans le film pour dire aux spectateurs voilà où on en est de l'histoire, on est à ce moment-là de l'histoire. Donc il y a une chronologie, si vous voulez. Les premières choses, c'est la mention juive sur les papiers. Ça, c'est en premier. Ensuite, c'est obligatoire. Ensuite, c'est rendre les objets qui nous lient à l'extérieur. Puis le droit à la radio, puis le droit à tout ça. Ensuite, c'est le port de l'étoile qui devient obligatoire. Radio, parce que le port de l'étoile...
certains la portaient bien avant ce que je raconte moi, mais c'est devenu obligatoire et c'est passé dans les lois juste au moment où elle le met dans le film, c'est-à-dire 3 semaines avant la rafle. Moi, j'étais très étonnée que ce soit si ramassé dans le temps. Je pensais que ça s'était fait en plus de temps. Non, ça s'est fait en 3 semaines. Ouais. Tout ça s'est accéléré en 3 semaines. Et donc, c'est par le mémorial de la Shoah, par beaucoup d'endroits où j'ai regroupé des documents et je me suis... par exemple, dans le film, il y a un moment où une jeune femme dit à Rebecca, en regardant son étoile jaune sur noir, c'est joli. Oui, avec oui. beaucoup de haine. Alors que dans les documents que je lis, c'est un truc que j'ai lu dans les documents. Oui, c'est la serveuse du bar qui lui dit ça. Oui. Sans vouloir dévoiler l'histoire, mais dans les documents que je lisais, c'était... à l'inverse, quelqu'un dans la rue qui faisait un compliment à une jeune juive qui avait cette étoile en disant c'est joli, comme si c'était une décoration. Quoi. Oui, exactement. C'est fou. Il y a eu des trucs de dits et de faits qui sont presque trop, qui étaient presque trop parfois pour les mettre dans le film, tellement c'est inimaginable ce qui s'est passé. Alors comment a eu lieu en fait pour vous le déclic, ce déclic qui a fait que vous êtes dit voilà, je vais réaliser un film et ça va être autour de cette thématique? En fait, j'ai fait un court-métrage il y a 5 ans. Oui, sur je m'en souviens. Complètement autre chose, Oui. sur l'intimité d'une actrice. Ça m'intéresse beaucoup, moi, l'intime, de rentrer avec la caméra là où on peut pas rentrer dans la vie. Donc on rentre là dans la chambre de cette jeune fille Irène, on rentre dans son histoire d'amour, on rentre dans les coulisses de son cours de théâtre. Mais c'était... En fait, j'ai osé y aller quand j'ai eu le point de vue, en fait. Quand j'ai eu un film, c'est un point de vue. Donc là, je me suis dit, je veux traiter de la Shoah, mais je veux traiter de la Shoah, j'espère, comme on l'a jamais fait. Donc moi, je me suis souvenue des journaux que j'ai lus, le journal d'Anne Frank, le journal d'Hélène Baird, des journaux au présent, de ces jeunes filles qui ne s'attendaient à rien, qui marchaient dans la nature, qui allaient retrouver leur amoureux, qui fumaient des clopes, qui s'embrassaient, qui sont immortels, alors qui ne peuvent pas imaginer que les choses vont basculer. Le personnage de la grand-mère, vous avez voulu le donner, vous étiez avec Marceline Loridan Evans. D'accord. Et finalement, elle est morte, pendant que j'écrivais. Ouais. Et je sais que le personnage de la grand-mère est très important pour vous, parce que vous avez eu une grand-mère dont vous étiez très proche. Oui, ma grand-mère maternelle, oui. Est-ce qu'au fond, c'est elle qui a inspiré le film? Oui, puis c'était dur à trouver parce que ma grand-mère maternelle était beaucoup plus comment dire, réservée que Marceline du film et que Marceline Loridan Evans. Oui. Mais j'ai fait un mélange, si vous voulez. Tout ça, c'est un mélange. Il y a un peu de mon père aussi dans ma grand-mère du film. Ah bon? Il y a de l'humour, elle a une réserve, elle a comme une douleur, libre. Elle est très libre, elle est très rebelle, elle a le même âge qu'Irène dans sa tête. Donc il me fallait quelqu'un de très... Comment vous l'avez trouvée? Alors c'est une monteuse de métier, une grande monteuse, elle monte les films d'Alain Cavalier, ouais. Et puis c'est une amie dans la vie, une grande amie. Et un jour j'ai pensé à elle, je l'ai appelée, je lui ai dit est-ce que tu veux jouer dans mon film? Elle m'a dit ah oui, si c'est toi oui. Et je me suis dit oula. Et on a fait des essais et elle est actrice en fait. Elle est formidable. Elle est exceptionnelle. De toute façon, ils incarnent tous leur rôle. Elle s'appelle Françoise Widoff. Voilà. Et ils incarnent tous leur rôle, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux films. Mais là, vraiment, on est au cœur de leur intimité. C'est très réel. Et je crois que c'est dû aussi au casting que vous avez réalisé. Vous avez choisi aussi, à l'écriture et aux bonnes personnes. Le père, il est plus vrai que vrai. Ouais. Et on sent l'angoisse de ce pauvre homme avec sa famille qui ne veut pas comprendre. Qui doit protéger pour deux, puisqu'il n'y a plus la mère. Pourquoi vous avez choisi qu'il n'y ait pas de Pour être empathique avec eux dès le début, pour qu'on se dise il est responsable pour deux. Elle, Rebecca, dans le film Irène, elle a des responsabilités plutôt que d'autres. Le fils, on sent qu'il y a une douleur. La grand-mère, on sent qu'il y a un secret. Donc c'était aussi... Et puis peut-être que la mère, c'était moi, en fait. C'était moi sur le tournage et je voulais pas jouer dans mon film. Pourquoi vous n'avez pas voulu jouer dans votre film? Je serais bien incapable. Là, je voulais vraiment être du côté de celle qui à mon tour, c'était à mon tour de décider pour tout. Puis j'ai écrit l'histoire. Donc quand on est actrice... Bien sûr. Quand on est actrice de métier et qu'on écrit une histoire et on écrit des personnages, vous disiez qu'ils étaient plus vrais que nature parce que j'ai l'habitude moi de lire des scénarios, mais oui, et d'aller à l'instinct vers des films à faire ou pas.
Et c'est souvent lié à la beauté des personnages ou à la consistance. Bien sûr. Jamais de faire valoir les rôles qui entourent Irène, mon héroïne, devaient être des rôles auxquels on s'attache, devaient être des personnes à qui on s'attache, d'autant que il la constitue, quoi. On est constitué des autres. En tout cas, c'est une belle réussite. Hein, c'est une belle réussite. Oui. On est deux à être d'accord. Oui. Voilà. Et c'est à voir absolument, parce que ça vient de sortir. Merci beaucoup, Sandrine Kiberlin, d'être venue dans cette émission. Ça me fait plaisir. Rappelons le titre du film. Alors, une jeune fille qui va bien. Voilà. Merci infiniment. beaucoup. Monique Ayoun, merci, à très vite. Merci. Au revoir. Merci à vous deux.